Bonsoir. Un séminaire qui s'est attardé pendant quelque temps sur les émotions ne pouvait, à un moment donné, qu'évoquer le langage. Aussi j'ai intitulé la séance de ce soir de quelques confusions sur le réel du langage. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on parcourt le corpus constitué par les ouvrages de psychanalyse, on est étonné de n'y voir aucune réflexion systématique sur les émotions, le souvenir ou encore le langage, alors qu'on s'y arrête facilement sur d'autres manifestations comme le lapsus, l'acte manqué, le passage à l'acte, l'oubli, le mot d'esprit, le rêve. Pourtant, s'il y a une voie royale pour accéder à ce que Freud appelle la réalité psychique, ce sont bien les émotions. Comment ne pas voir que la jalousie définit bien plus sûrement Svan dans sa relation aux autres et en particulier aux femmes que son statut de dandy. Svan ne choisit pas Odette sur la base de quelques traits physiques qu'elle partagerait avec la fille de Jéthro, peinte par Botticelli dans la chapelle Sixtine. Cette ressemblance ne fait qu'attirer son regard, quand ce qui l'enflamme, c'est la présence d'autres hommes aux côtés d'elle, au point qu'il pourra se dire qu'il a aimé une femme qui ne lui plaisait pas, qui n'était pas son genre. Mais dites-moi, d'où vient cette difficulté des psychanalystes avec les émotions? Si ce n'est qu'elle nous rappelle que nous sommes une chair, Leib, disait Freud, et pas seulement une âme. Semblablement, s'il y a aussi une voie royale pour accéder à la réalité psychique, ce sont bien les souvenirs, que l'on voit dans la littérature psychanalytique facilement confondus avec la mémoire, quand ils ont un statut ontologique bien distinct. Le souvenir est une construction actuelle qui reconfigure un passé mémoriel à l'aune des enjeux fantasmatiques d'aujourd'hui, quand la mémoire est l'implémentation par l'apprentissage d'informations permettant de disposer de capacités acquises comme conjuguer, calculer, énumérer les préfectures des départements de France, faire du vélo, etc. Sauf que confondre souvenir et mémoire, c'est prendre le risque de perdre de vue le fantasme qui préside au premier, dont rend compte cette confusion fréquente entre trauma et traumatisme. Le souvenir n'est pas le décalque d'une image mémorisée telle qu'elle, comme en témoignent les différences entre les souvenirs des divers témoins du même événement, ce qui a le don d'exaspérer les policiers. Mais d'où vient cette difficulté des psychanalystes avec le souvenir? Si ce n'est qu'ils aimeraient bien s'affranchir du fantasme et revenir à la neurotica et à sa simplicité. Car dès lors, il n'y aurait plus de raison, il n'y aurait plus que des causes, et c'est toute l'effectivité du fantasme, c'est-à-dire de la réalité psychique, qui serait mise sous le boisseau. Comment comprendre le symptôme et surtout sa compulsion à répéter s'il n'y a aucune cause et qu'on ne s'interroge pas sur les raisons telles qu'elles sont exprimées par l'analysant? On ira alors du côté du biologique. Rappelez-vous, la sœur cadette de John Fitzgerald Kennedy, Rosemary. Comme il n'y avait aucune cause à son symptôme, Rosemary
aimait faire surtout la fête, et surtout en plus les garçons. Mais comme elle était l'enfant d'une famille très honorable et très aimante, il a bien fallu se résoudre à la lobotomiser. Aujourd'hui, il y a les médicaments. C'est beaucoup plus discret. Reste le langage. Alors là, c'est encore plus étonnant, puisqu'il ne s'agit que de langage dans la relation entre l'analysant et l'analyste. L'analysant parle à l'analyste à son rythme, le temps de la séance, et celui-ci l'écoute, et ne fait que l'écouter, en sus de le voir brièvement à son arrivée, à son départ ou sur le divan. Pourtant, rien là encore dans ce corpus des psychanalystes sur le langage, y compris chez Lacan, qui le confond avec la langue, du moins avec ce que les linguistes appellent ainsi, c'est-à-dire avec les mots tels qu'ils sont employés selon les règles de la grammaire. Qu'une communauté sociale se définisse par la langue qui y est partagée ne s'ensuit pas que celle-ci, la langue, existe à part de ses locuteurs. Or, c'est ce paralogisme que nous propose Saussure, du moins son cours de linguistique générale, écrit plutôt par Sécheheil avec la participation de Bailly. Tous les deux décident d'emblée, dès le début du cours, d'occulter les réels de la parole et de la compréhension. Car la parole et la compréhension sont bien des réels qui s'imposent à nous. Les hommes parlent sans cesse, y compris sans employer des mots de la langue, à l'exemple des onomatopées, des interjections, des vocalises, des cris, des gestes, des mimiques. Il s'ensuit toujours une compréhension, au moins pour celui qui parle, et très souvent pour celui qui entend, à l'exemple des nourrissons, gazouillant, babillant, que leur entourage comprend. Le langage, c'est ça. Quand nous envisageons le langage, précise Humboldt, nous n'avons jamais affaire qu'à l'homme réellement en train de parler. C'est dans l'introduction à l'œuvre sur le Cavie, qui a été traduit au Seuil et publié en 1974, page 246. La langue est toujours en train de se faire par les hommes en train de parler. Elle se transforme sans cesse. Or, le point de vue du cours de linguistique générale est tout à fait autre. Il pose, à part du langage, une réalité formelle où celui-ci prendrait in extenso ses conditions, comme s'il y avait effectivement une réalité ontologique abstraite qui s'appellerait la langue et qui serait la matrice des énoncés du langage. Nous savons aujourd'hui que ce point de vue n'est nullement celui de Saussure, comme en témoignent ses papiers, trouvés dans une malle de son château et publiés en 2002 sous le titre d'Écrit de linguistique générale. Saussure était suffisamment réfléchi pour ne pas prêter à la langue ce statut platonicien que lui prête le cours de linguistique générale et que plus tard Chomsky reprendra à son compte, même s'il était fasciné par la conception du langage des stoïciens, auquel il reprend la distinction du signifiant et du signifié. Cette conception de la langue, développée dans le cours de linguistique générale, et surtout son formalisme, est l'œuvre de Sécheheil, qui est le véritable fondateur du structuralisme linguistique, dans un ouvrage antérieur au cours de Saussure, Programme et méthode de la linguistique théorique, publié en 1908, où la langue est présentée comme une réalité abstraite, anhistorique, dans la veine du néokantisme
ambiant. La langue est toujours en train de se faire. Elle se transforme sans cesse dès que nous parlons, mais aussi quand nous écrivons. Sauf que ce que nous exprimons s'impose à nous, y compris lorsque nous lisons un texte ou que nous supposons avoir anticipé ce que nous disons. Car il reste toujours une part imprévisible dans l'expression, à l'exemple du lapsus, de l'inflexion prosodique, du bafouillage. La chose est si réelle que nous oublions facilement que lorsque nous parlons, nous nous exprimons en employant le plus souvent la première personne du singulier, dont le statut est énigmatique, puisqu'elle n'est pas, cette première personne du singulier, un autoréférentiel. Je ne peux pas employer à sa place mon prénom ou mon nom, sauf à passer pour un fou. Je ne peux pas vous dire maintenant « Pierre-Marie vous fait un séminaire sur le langage », sauf à prendre le risque que vous appeliez Sainte-Anne. Alors que je peux employer, à la place de la deuxième et de la troisième personne, leur prénom et leur nom. Il mange, Paul mange. Mais cette première personne n'est pas non plus un indexical ou un shifter, un embrayeur, à l'exemple des indexicaux de lieu ou de temps, comme ici ou maintenant. Pourtant, cette première personne a une position privilégiée, au sens où ce qu'elle affirme d'elle-même, elle n'est pas tenue de le légitimer par l'observation. Quand je dis que j'ai mal aux dents, que je suis triste, que j'ai envie de faire la fête, je n'ai pas à légitimer par une observation ce que je dis. Alors que si je dis que tu as ou qu'il a mal aux dents, que tu es ou qu'il est triste, ou que tu as ou qu'il a envie de faire la fête, je dois légitimer ce que je dis par une observation. Mais tu cries, tu as une mine déconfite, tu danses. Semblablement, l'emploi de la première personne du singulier me permet de passer outre le principe de non-contradiction qui interdit, comme vous le savez, d'affirmer et de nier la même chose en même temps. Car je peux dire que je vois qu'il pleut, mais que je ne le crois pas, puisque je sors sans parapluie. Absence du principe de non-contradiction réservé à la première personne du singulier, qui est un des critères de l'inconscient de la réalité psychique, signe, s'il en est, de l'articulation intime entre l'inconscient, la réalité psychique, et la première personne du singulier, comme Freud le souligne en 1925 dans son article sur la négation. Et c'est justement à ce titre que la parole est un mode de l'expression, qui fait appel, peu ou prou, à ce qu'on appelle la langue, selon des modalités consacrées par l'usage. Si vous y réfléchissez, lorsque nous parlons, c'est toujours selon certaines formes, ce que Wittgenstein a appelé des jeux de langage. On raconte une histoire, on compte de deux en deux, on exprime un souhait, on donne un ordre, on fait une description, etc. Autant de jeux de langage, toujours pris dans les circonstances de la situation, car ce sont les circonstances qui dictent ce que l'on dit. En particulier, c'est le transfert actuel à l'analyste qui dicte le propos de l'analysant. Transfert qui n'est pas forcément une demande de reconnaissance, mais qui peut être une provocation, une tentative de séduction, une revendication, une mise en cause de ce que représente l'analyste, etc. Aussi, subsumer toute parole de l'analysant sous le chef de la demande annihile des distinctions
au profit d'un rapport idéalisé où la parole réelle perd son statut ontologique d'expression au bénéfice d'une parole idéale telle que nous en voyons le procès chez Hegel. Si je parle, je viserai pour Hegel à être connu. Que cela soit le cas parfois, sûrement. Mais quand votre analysant vous rapporte qu'il a demandé à sa voisine, alors qu'ils étaient à table en train de manger, de lui passer le sel, il y a de fortes chances qu'il n'attendait d'elle que la salière. Or justement, c'est cette conception du langage de Hegel que reprend Lacan et qui le pousse à subsumer toute parole sous le chef d'une demande de reconnaissance. Mais Lacan ne voit pas que Hegel, en réduisant la parole à l'énoncé formulé en première personne du singulier, confronte celui qui parle à l'abîme de l'anonymat. Qui parle quand je dis « je parle ». Il faut donc bien que celui à qui je m'adresse m'identifie comme tel ou tel. Mais quand je dis « je parle », mon expression ne se réduit pas à ces deux mots. Il s'y ajoute toujours une dimension émotionnelle qui expose mon fantasme et donc quelques traits de mon identification. Quand nous parlons, nous nous exprimons dans la situation où nous sommes, c'est-à-dire que nous colorons inévitablement ce que nous disons d'un cortège d'émotions qui s'entendent par les inflexions prosodiques de notre énonciation, voire qui se voient par notre mimique, notre gestuelle, notre regard, au point que l'inflexion prosodique suffit très souvent pour que mon interlocuteur sache ce que je lui dis, avant même que mon énoncé soit formulé. À l'exemple des enfants, qui comprennent avant même que leur mère leur ait dit le moindre mot qu'elle est en colère et qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Et en plus des émotions, il y a les mots qui s'imposent à l'insu du locuteur. Si l'analysant a vociféré à sa copine qu'il en a marre de son kleps au lieu de lui dire qu'il en a marre de son chien, vous comprendrez, comme elle le comprend, qu'il est à bout. Car en plus des émotions et des mots qui viennent spontanément, il y a les circonstances. Votre analysant vous rapporte que peu avant de s'énerver, il a surpris le chien de sa copine en train de faire ses besoins sur son sac de sport. Ce qui vient spontanément sur le divan à l'analysant, pendant la séance, comme dans la vie ordinaire, tient aux divers événements qui viennent de l'affecter, ses préoccupations, ses rencontres récentes, ses rêves de la nuit, qui varient inévitablement d'un analysant l'autre, puisque même un événement qui concerne tout le monde, l'élection présidentielle, le résultat de la finale de la Coupe du monde de football, sera évoqué différemment par chaque analysant. Chaque être humain fait l'expérience bébé que son expression est comprise par sa mère, son père, alors qu'il n'utilise aucun mot de la langue. Et semblablement, tout nourrisson comprend dans la répétition de leur expression ce que dit sa mère ou son père avec leur prosodie, leur regard, leur mimique, leur gestuelle, puisqu'il ne saisit encore pas le moindre mot de la langue, mais il comprend, après coup, ce que signifie telle prosodie ou telle mimique par les actions qui s'ensuivent chez sa mère ou chez son père, de sorte qu'à l'occurrence suivante de telle prosodie ou telle mimique, il sait ce qu'elle signifie. Ainsi, contrairement à ce que pensent les stoïciens et saint Augustin, quand nous parlons, ce que nous disons ne se réduit pas aux mots, puisqu'il nous arrive de parler sans dire le moindre mot. Ainsi, quand vous criez de frayeur à la vue d'un ours surgissant sur le chemin de randonnée où vous vous êtes égaré,
dans les Pyrénées. Mais plus encore, un mot n'est pas le signe d'une chose, comme un signifiant n'a pas de lui-même un effet de signifier, comme l'affirme encore Augustin dans son De Dialectica, et que Lacan reprend à sa suite. Car si je vous hurle dessus, la table, la table, vous serez bien en peine de me dire si je parle de la table de la salle à manger, de la table des matières, de la table de multiplication, de la table de Mendeleïev, de la table d'harmonie, de la table de cuisson. Surtout si j'ajoute une interjection comme hélas, zut, chouette. Hélas, la table, zut, la table, chouette, la table. Sauf, comme le suggère John Austin, à voir la situation dans sa globalité, si vous voulez comprendre ce que je dis, c'est-à-dire à entendre les émotions associées à ce que je dis et surtout à prendre en compte les circonstances. Vous voyez tout de suite que c'est cela que l'analyste comprend s'il suit la règle que lui a prescrite Freud, l'écoute flottante. L'analyste entend la prosodie, ses inflexions, comme les mots dits et les circonstances qui président à l'énonciation de son analysant. Les cas cliniques de Freud regorgent de 1000 exemples, comme cette mimique de l'homme au rat, racontant la scène du supplice rapportée par le capitaine Cruel, où Freud voit justement l'émotion qui donne sa signification à ce qui est dit par son analysant. L'analysant n'est alors nullement pris par un vertige d'anonymat, comme pourrait le supposer Hegel, et qui le conduirait à concevoir sa parole comme une demande de reconnaissance adressée à l'analyste, puisque justement, pour lui, sa prosodie, le choix imposé de ces mots exprime ses traits d'identification tels qu'ils sont actualisés au moment où il parle. Bien sûr, restent les enjeux narcissiques, toujours peu ou prou présents, que l'analysant cherche à faire valider. Mais il ne s'agit plus de paroles, il s'agit d'exposition. Qu'il s'agisse de l'image flamboyante ou humiliée, qu'il s'agisse d'actions remarquables ou viles, qu'il s'agisse de situations impossibles à soutenir, l'analysant expose son symptôme pour faire légitimer son image du côté de l'hystérie, son action du côté de l'obsession, ou cet espace impossible à occuper du côté de la phobie. Se pose bien sûr la question, qu'est-ce qui fait que les psychanalystes, à la différence de Freud, ont été à ce point si insensibles au langage et se sont obstinés à réduire le langage à la langue, et y compris chez les anglo-saxons. C'est sûrement la question du religieux. La conception nominaliste n'est autre que celle de la Genèse, de Saint Jean, puis d'Augustin. Lacan s'en réclame explicitement dans le Séminaire 20, à la page 22, même s'il se défend d'être nominaliste, mais c'est une dénégation. C'est dans le Séminaire 18, page 28. La conviction que le signifiant précède et détermine le signifié vient à Lacan, bien entendu, de Lévi-Strauss. La formule est à la page 32 de l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. Mais Lévi-Strauss a adhéré à cette formule parce qu'elle lui vient de Jacobson, qui, lors des conférences Messie, y a été converti par la réflexion qui était tenue sur la machine de Turing. La machine de Turing, c'est l'assimilation du cerveau à une machine binaire. La langue, pour Jacobson, serait en dépôt dans le cerveau. Les mots de la langue y seraient de toute éternité.
C'est un vieux modèle, la machine de Turing. Occam, hein, au XIVe siècle, le moine Occam, au XIVe siècle, avait déjà élaboré cette conception de la langue. Il l'appelait la langue de la pensée. C'est exactement ce que Fodor va reprendre. Fodor, l'ami de Chomsky, et le modèle de la linguistique transformationnelle de Fodor et Chomsky, c'est simplement le modèle de Occam, c'est le modèle de la machine de Turing. Les mots de la langue y seraient de toute éternité, ce qui signifie qu'un Romain, à l'époque d'Auguste, avait déjà dans sa tête le mot carburateur, quand bien même, de sa vie, il n'aurait jamais rencontré une voiture avec un moteur à explosion. Cette conception complètement frappadingue est celle, bien entendu, de Jacobson, comme elle est celle de Claude Lévi-Strauss, comme elle est celle de Jacques Lacan. Je vous renvoie au séminaire 1 de Jacques Lacan, où il fait un éloge de la machine de Turing, à laquelle il vient d'être initié par Claude Lévi-Strauss. Mais que les mots de la langue soient dans le cerveau, c'est exactement ce qui suit de l'enseignement de la théologie. Et qu'on le veuille ou non, d'ombre de psychanalyse conserve, sans même s'en rendre compte, un arrière-plan religieux, juif, chrétien ou musulman, voire bouddhiste. Or Freud est radicalement agnostique et attendait des psychanalystes qu'ils le soient, car la psychanalyse est une méthode et n'est absolument pas une Weltanschauung, une conception du monde. Freud est un scientifique n'accordant de valeur qu'au réel qui s'impose à nous, réel sensible ou réel psychique. Le religieux était par lui assimilé à une illusion, je vous renvoie à son ouvrage L'avenir d'une illusion, voire à un délire, et je vous renvoie au Moïse et le monothéisme. Quant à l'idéalisme, en particulier celui de Hegel, il n'était pour lui que la poursuite du religieux par d'autres moyens. Dans sa contribution à la conception des aphésies, publiée en 1891, donc bien avant qu'il s'agisse de psychanalyse, Freud montre que le mot, plus précisément la représentation de mots, Wortvorstellung, ne signifie pas exactement image du mot, représentation du mot. Vorstellung ne veut pas dire représentation dans le sens courant de la langue française, mais tenant lieu, ce qui se rapporte à. Et Wort, c'est le mot parler, c'est le son. La Vorstellung, la représentation de mots, est un complexe qui agglomère le son, l'écrit, le mouvement d'écriture et les circonstances. Plus tard, dans l'intérêt de la psychanalyse, Freud y revient et il écrit « Par langage, on ne doit pas comprendre simplement l'expression des pensées en mots, mais aussi le langage des gestes et toute forme d'expression de l'activité psychique. » Quelques lignes plus haut, il rappelait que la psychanalyse revendique, sans la moindre équivoque, le primat des processus d'affect dans la vie psychique. Remarque qui annonce le texte de 1915 sur l'inconscient, qui précise qu'il n'y a que des représentations de choses investies d'affect dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation de mots et encore moins des mots. Qu'on se le dise, l'inconscient n'est pas structuré comme un langage, puisqu'il n'y a pas de mots dans l'inconscient. Il n'y a que des affects. Le langage pour Freud est une expression, comme toutes nos activités, où la libido joue sa satisfaction. Qu'on se le dise, nous parlons pour jouir et pas seulement pour dire. Parler, c'est une expérience de satisfaction.
comme toutes les expériences que nous faisons. Je vous renvoie encore à ces remarques sur les deux principes du fonctionnement de la réalité psychique. C'est justement parce que le langage est une expression que nous devons cesser de parler de signifié ou de signification, comme si chaque mot était accolé à un corps de signification en sus de son référent dans le monde, comme si le mot chat, en sus de son référent l'animal, pourrait renvoyer à un pas de danse, à un jeu, à une bouillie peu ragoûtante, à une ride réduite, à une toilette sommaire, à une écriture désordonnée. Autant de significations qui seraient la nichée de toute éternité dans une doublure mentale où le locuteur et l'auditeur viendraient puiser. Cette conception idéaliste du langage que l'on trouve encore chez Saussure ou chez Chomsky est absolument, je dirais, idéaliste et nulle et non avenue. Quand nous écoutons quelqu'un, nous comprenons pro ou prou ce qu'il exprime à partir des jeux de langage qu'il formule et selon la manière dont il les formule dans les circonstances où il les formule, c'est-à-dire en tenant compte de sa prosodie, de sa gestuelle, etc. et bien sûr de la situation. Comme je vous le répète souvent, quand je vais chez ma boulangère et que je lui demande une ficelle, elle me tend du pain, et si je vais chez mon droguiste et je lui demande une ficelle, il me tend une corde. Le même énoncé exprimé avec une prosodie différente dans des circonstances différentes sera susceptible d'une compréhension différente. Nous comprenons ainsi ce qui est dit par l'analysant parce que nous partageons les mêmes usages, quand bien même sommes-nous susceptibles d'entendre ce qui est dit plus que ce qui est dit, d'où la neutralité à laquelle nous devons nous plier. Plus d'entendre, lié à notre propre histoire subjective, nous devons nous préserver. Mais l'analysant dit, dans ce qu'il dit, plus que ce que lui-même entend, qui est aussi lié à sa propre histoire subjective. Et là, le psychanalyste doit finir par entendre ce plus qui est dit par l'analysant à son insu, à partir de ce que l'analyste a déjà entendu. C'est ce delta différentiel entre ce que nous comprenons à partir des usages et ce que nous comprenons à partir de ce que nous avons déjà perçu de la subjectivité singulière de l'analysant, qui nous permet d'entendre quelque chose du fantasme de l'analysant, à partir de quoi nous pouvons lui permettre de l'entendre à son tour, afin qu'il puisse s'en dépendre. Je vous remercie de votre attention. Nous reprendrons cela en juin et nous débattrons alors à la fois du langage et des émotions. Bonne soirée. Au revoir.